Il existe un endroit dans l'univers où le temps s'arrête, où l'espace se replie sur lui-même, où tout ce qui entre, la lumière, la matière, l'information, disparaît à jamais. Et le plus terrifiant, il y en a des milliards partout autour de nous, invisibles. L'un d'eux se trouve à 26 000 années-lumière d'ici. Il pèse 4 millions de fois la masse du Soleil et il maintient notre galaxie entière en orbite autour de lui. Ce sont les trous noirs, et ce qu'on a découvert à leur sujet ces dernières années change absolument tout ce qu'on croyait comprendre sur la réalité. Imagine que tu prennes le Soleil, cette boule de feu qui fait 1,4 million de kilomètres de diamètre, et que tu la comprimes, que tu l'écrases jusqu'à ce qu'elle tienne dans une sphère de 6 km. 6 km, c'est la taille d'une petite ville. À cette densité, la gravité devient si intense que même la lumière, qui voyage à 300 000 km par seconde, ne peut plus échapper. Elle est piégée, pour toujours. C'est ça, un trou noir. Pas un trou dans l'espace, pas une porte vers une autre dimension. C'est de la matière tellement comprimée qu'elle déforme l'espace-temps jusqu'au point de rupture. Et ce point de rupture a un nom, l'horizon des événements. L'horizon des événements, c'est la frontière invisible autour d'un trou noir, la ligne de non-retour. Si tu te trouves à l'extérieur, tu peux encore t'échapper, tu peux encore envoyer un message, tu peux encore exister pour le reste de l'univers. Mais dès que tu franchis cette limite, c'est fini. Pas parce que tu es détruit immédiatement, non, c'est plus subtil que ça. C'est parce que toutes les directions de l'espace pointent désormais vers le centre du trou noir. Peu importe où tu regardes, peu importe dans quelle direction tu essaies d'aller, tu tombes vers le bas, vers le centre, vers quelque chose qu'on appelle la singularité. Et c'est là que ça devient vraiment étrange. La singularité, c'est le cœur du trou noir, l'endroit où toute la masse est concentrée. Selon nos équations, c'est un point de densité infinie, de courbure infinie, un endroit où les lois de la physique telles qu'on les connaît cessent de fonctionner. Tu comprends le problème? Quand une équation donne infini comme résultat, ça veut dire généralement qu'on a raté quelque chose, que notre compréhension est incomplète. Einstein lui-même ne croyait pas que les trous noirs existaient vraiment. Quand Karl Schwarzschild a résolu ses équations de la relativité générale en 1916 sur le front russe pendant la Première Guerre mondiale entre deux batailles et qu'il a découvert cette solution mathématique bizarre, Einstein a pensé que c'était une curiosité, une aberration théorique. Personne n'imaginait que l'univers pourrait réellement créer ces monstres. Ils avaient tort. Les trous noirs ne sont pas des objets rares, ils sont partout. Dans notre galaxie seule, il y en a probablement 100 millions. 100 millions de régions où l'espace-temps est déchiré, où la réalité fonctionne différemment. Et ils se forment de manière violente. Prends une étoile massive, au moins 20 fois plus lourde que le Soleil. Pendant des millions d'années, elle brûle. Elle fusionne l'hydrogène en hélium, l'hélium en carbone, le carbone en éléments plus lourds. C'est une guerre permanente entre la gravité qui veut la faire s'enfoncer et la pression de la fusion nucléaire qui la maintient gonflée. Mais un jour, le carburant s'épuise. Et quand le cœur de l'étoile commence à fusionner du fer, c'est la fin. Le fer ne libère pas d'énergie quand il fusionne, il en absorbe. En une fraction de seconde, le cœur s'enfonce, les couches externes rebondissent sur lui et sont éjectées dans une explosion cataclysmique. Une supernova. Ce qui reste, un cadavre stellaire si dense qu'il s'enfonce sur lui-même, au-delà de la limite, au-delà du point de non-retour. Un trou noir vient de naître. Mais ce ne sont que les petits trous noirs, les trous noirs stellaires, quelques dizaines de masses solaires. Il existe une autre catégorie, une catégorie qui défie l'imagination. Les trous noirs supermassifs. Celui au centre de notre galaxie, Sagittarius astérisque, pèse 4 millions de masses solaires, et il n'est pas particulièrement impressionnant. C'est un nain comparé à certains.
En 2019, l'humanité a réalisé l'impossible. On a pris une photo d'un trou noir. Pas n'importe lequel, M87 astérisque, le monstre au cœur de la galaxie M87 à 55 millions d'années-lumière de nous. Ce trou noir pèse 6,5 millions de masses solaires. Son horizon d'événements est plus grand que notre système solaire tout entier. Si tu plaçais ce trou noir à la place du Soleil, son ombre engloutirait tout jusqu'à l'orbite de Pluton et au-delà. Mais voici la question qui empêche les astrophysiciens de dormir. Comment une telle masse a-t-elle pu se former ? On observe des trous noirs supermassifs dans des galaxies qui existaient quand l'univers n'avait que 800 millions d'années, à peine 6% de son âge actuel. Comment une masse de plusieurs milliards de soleils peut-elle s'accumuler aussi vite ? Les modèles standards ne l'expliquent pas. Même en avalant de la matière au rythme maximum possible, ce qu'on appelle la limite d'Eddington, il faudrait plus de temps que l'univers n'en avait à cette époque. Quelque chose ne colle pas. Plusieurs théories existent. Les trous noirs primordiaux, nés dans les fluctuations de densité du Big Bang lui-même, l'effondrement direct de nuages de gaz massifs sans passer par l'étape étoile, la fusion de centaines de trous noirs plus petits dans les premières galaxies chaotiques. Mais aucune de ces théories n'est entièrement satisfaisante, et c'est peut-être le signe qu'il nous manque une pièce fondamentale du puzzle. Ce qu'on sait, c'est ce qui se passe quand la matière s'approche d'un trou noir, et c'est spectaculaire. Imagine un nuage de gaz qui dérive trop près. Il ne tombe pas directement dedans, il commence à orbiter. Et comme il orbite de plus en plus vite à mesure qu'il s'approche, il s'aplatit. Il forme un disque d'accrétion. Dans ce disque, la friction entre les particules de gaz génère une chaleur inimaginable, des millions de degrés. La matière devient si chaude qu'elle brille, elle émet des rayons X, elle devient plus lumineuse que des galaxies entières. C'est ce qu'on appelle un quasar, un trou noir en train de se nourrir si violemment qu'il illumine l'univers à des milliards d'années-lumière de distance. Le quasar le plus lumineux qu'on connaisse s'appelle J0529 43 51. Il brille avec l'intensité de 500 000 milliards de soleils. 500 000 milliards. Il dévore l'équivalent d'un soleil par jour. Et la lumière de cet objet met 12 milliards d'années à nous parvenir. On voit l'univers jeune, violent, en train de construire les structures qui deviendront un jour des galaxies comme la nôtre. Mais revenons à quelque chose de plus proche, quelque chose de plus personnel. Imagine que tu tombes dans un trou noir. Pas un trou noir supermassif, un trou noir stellaire de quelques masses solaires. Ce qui t'attend s'appelle la spaghettification. Quand tu t'approches, la différence de gravité entre tes pieds et ta tête devient immense. Si tes pieds sont plus proches du centre, ils sont tirés plus fort que ta tête. La force de marée t'étire verticalement tout en te comprimant horizontalement. Tu deviens littéralement un spaghetti de particules qui s'étire vers la singularité. Mais avec un trou noir supermassif, c'est différent. La force de marée à l'horizon des événements est plus faible parce que le trou noir est tellement plus grand. Tu pourrais franchir l'horizon sans rien sentir de particulier. Tu ne saurais même pas que tu viens de passer le point de non-retour. Sauf que pour quelqu'un qui t'observe de l'extérieur, tu n'as jamais franchi l'horizon. C'est là que la relativité devient vertigineuse. Pour toi, tombant vers le trou noir, le temps s'écoule normalement. Tu franchis l'horizon, tu continues ta chute, et dans tes derniers instants conscients, tu vois peut-être la singularité se rapprocher. Mais pour un observateur extérieur, ta chute ralentit. À mesure que tu approches de l'horizon, le temps se dilate tellement que tu sembles te figer. Ta lumière se décale vers le rouge, tu deviens de plus en plus dense, de plus en plus lent, jusqu'à ce que tu disparaisses du spectre visible. Pour l'univers extérieur, tu restes figé à la surface de l'horizon des événements, pour toujours, comme un insecte dans l'ambre. Deux réalités différentes, deux expériences du temps complètement irréconciliables, et les deux sont vraies.
Cette bizarrerie temporelle a une conséquence troublante. Quand un trou noir se forme, du point de vue de l'extérieur, l'effondrement n'est jamais vraiment terminé. La matière qui forme le trou noir est techniquement encore en train de s'effondrer, figée dans un temps qui ne s'écoule plus. C'est pour ça que certains physiciens préfèrent appeler ces objets des étoiles figées plutôt que des trous noirs. Parce que vue de l'extérieur, l'étoile est toujours là, suspendue dans son propre effondrement. Mais la relativité nous dit aussi que le point de vue de l'observateur en chute est aussi valide. Et de ce point de vue, la singularité existe vraiment. Elle est là, au fond. Deux vérités, simultanées, contradictoires. Et puis, il y a le paradoxe qui rend fou les physiciens depuis 50 ans. Le paradoxe de l'information. La mécanique quantique dit que l'information ne peut jamais être détruite. C'est un principe fondamental. Si tu connais l'état actuel d'un système, tu peux en théorie calculer tous ses états passés. L'information est conservée. Mais que se passe-t-il quand quelque chose tombe dans un trou noir? Prenons un livre. Ce livre contient de l'information, les mots, les pages, la disposition des atomes qui le composent. Tu jettes le livre dans un trou noir. Il disparaît derrière l'horizon des événements. Où est l'information maintenant? Stephen Hawking a montré dans les années 70 que les trous noirs ne sont pas complètement noirs. Ils émettent un rayonnement, une lueur infime, causée par des effets quantiques au bord de l'horizon des événements. Ce rayonnement de Hawking fait que les trous noirs perdent de la masse, très très lentement. Un trou noir de la masse du Soleil mettrait 10 puissance 67 années à s'évaporer. C'est un nombre avec 67 zéros, bien plus long que l'âge actuel de l'univers qui n'a que 10 zéros. Mais à la fin, le trou noir disparaît, il s'évapore complètement. Et le rayonnement de Hawking est thermique, aléatoire. Il ne contient aucune information sur ce qui est tombé dans le trou noir. Alors, où est passée l'information du livre? Est-elle détruite? Ça violerait la mécanique quantique? Est-elle encodée quelque part? Comment? La réponse pourrait se trouver à la frontière, à l'horizon des événements lui-même. C'est ce qu'on appelle le principe holographique. L'idée que toute l'information sur ce qui tombe dans un trou noir n'est pas perdue, mais encodée sur sa surface, sur l'horizon des événements. Comme un hologramme, l'image en 3 dimensions est contenue dans une surface en 2 dimensions. Si c'est vrai, ça signifie quelque chose de profond sur la nature de la réalité. Peut-être que l'univers tout entier fonctionne comme ça. Peut-être que les 3 dimensions que nous percevons sont une projection d'une réalité en 2 dimensions, encodée à la frontière de l'univers observable. Les trous noirs ne seraient pas des destructeurs d'informations, ils seraient des bibliothèques, des archives de tout ce qui les a traversés, gravées sur leur surface à l'échelle de Planck. Mais attendons, il y a quelque chose d'encore plus étrange. En 2016, les détecteurs LIBO ont capté un signal, une vibration dans le tissu même de l'espace-temps, des ondes gravitationnelles. Ce signal venait de la collision de 2 trous noirs. À 1,3 milliard d'années de lumière de distance, 2 monstres de 29 et 36 masses solaires avaient spiralé envers l'autre, tournant de plus en plus vite jusqu'à fusionner. Dans les dernières fractions de seconde avant la fusion, ils tournaient l'un autour de l'autre à la moitié de la vitesse de la lumière. L'énergie libérée était colossale. En une fraction de seconde, l'équivalent de 3 soleils était converti en ondes gravitationnelles pures, des ondes propagées à travers l'univers à la vitesse de la lumière. Quand ces ondes ont atteint la Terre, elles ont fait vibrer nos détecteurs d'une distance inférieure à la taille d'un proton, et on l'a détecté. On a entendu l'écho de 2 trous noirs qui fusionnaient il y a plus d'1 milliard d'années. Depuis, on en a détecté des centaines, des collisions de trous noirs partout dans l'univers, et certaines nous ont surpris. On a trouvé des trous noirs dans ce qu'on appelle le gap de masse, entre 2 et 5 masses solaires, là où nos théories disent qu'il ne devrait pas en avoir. Trop lourd pour être des étoiles neutres, trop léger pour des trous noirs stellaires formés par supernovas. D'où viennent-ils? Des fusions précédentes? Des processus de formation inconnus? Des reliques du Big Bang? Chaque nouvelle détection apporte des réponses et de nouvelles questions. Et puis il y a les trous noirs intermédiaires, le chaînon manquant.
Entre les trous noirs stellaires, quelques dizaines de masses solaires, et les trous noirs supermassifs, millions à milliards de masses solaires, il y a un gouffre. On devrait trouver des trous noirs intermédiaires de quelques milliers à quelques centaines de milliers de masses solaires. Pendant des décennies, on n'en a presque pas trouvé. Récemment, on a commencé à en détecter, dans les amas globulaires, au cœur de galaxies données, mais ils restent rares, insaisissables. Où sont-ils? Se cachent-ils? Ou notre compréhension de leur formation est-elle fondamentalement erronée? Les trous noirs nous forcent à affronter les limites de notre physique. À l'horizon des événements, la relativité générale rencontre la mécanique quantique, et elles ne sont pas d'accord. La relativité décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps. La mécanique quantique décrit les particules et leurs interactions. À l'échelle normale, on peut ignorer leurs contradictions. La gravité quantique, on n'en a pas besoin pour envoyer des satellites ou construire des smartphones. Mais au bord d'un trou noir, les deux théories s'affrontent, et aucune ne peut gagner seule. C'est pour ça que les trous noirs sont les laboratoires ultimes de la physique fondamentale. Pas parce qu'on y peut aller, mais parce qu'ils nous forcent à développer une nouvelle théorie, une théorie qui unifie la relativité et la mécanique quantique. La théorie de tout. Certains pensent que cette théorie nous révélera que les trous noirs ne sont pas des fins, mais des débuts. L'idée des trous blancs, le miroir temporel des trous noirs. Si un trou noir est une région où tout entre et rien ne sort, un trou blanc serait une région où tout sort et rien n'entre. Mathématiquement, les équations d'Einstein permettent les trous blancs, mais personne n'en a jamais observé. Et si la singularité d'un trou noir débouchait sur un trou blanc dans un autre univers? Et si les trous noirs étaient des portails vers d'autres régions de réalité inaccessibles depuis notre espace-temps? C'est de la spéculation, de la physique théorique poussée à ses limites, mais c'est aussi le genre de questions que les trous noirs nous forcent à poser. Il y a une dernière chose. Dans des milliards et des milliards d'années, quand toutes les étoiles se seront éteintes, quand les galaxies se seront dispersées, quand l'univers deviendra un désert froid et vide, les trous noirs seront toujours là. Ils seront les derniers objets structurés de l'univers, les derniers gardiens de la matière. Et puis, lentement, inexorablement, ils s'évaporeront. Le rayonnement de Hawking les grignotera, particule par particule, sur des échelles de temps inconcevables. 10 puissance 67 années, 10 puissance 100 années pour les plus massifs. Le dernier trou noir de l'univers finira par disparaître dans un flash final de rayonnement. Et après, le vide, l'entropie maximale, plus aucune structure, plus aucun changement possible. C'est peut-être ça la véritable fin de l'histoire cosmique. Pas un bang, pas un écroulement, juste le silence qui suit l'évaporation du dernier trou noir. Mais on n'y est pas encore, pas de loin. En ce moment même, à 26 000 années-lumière d'ici, Sagittarius astérisque patiente au centre de notre galaxie. Il a dévoré des étoiles entières, il a façonné les orbites de millions d'astres et il continuera bien après que l'humanité aura disparu, d'une manière ou d'une autre. Les trous noirs sont des monstres, mais ils sont aussi les architectes invisibles de l'univers. Sans eux, les galaxies n'existeraient pas sous la forme qu'on les connaît. Sans eux, les éléments lourds qui composent nos corps ne se seraient peut-être pas dispersés dans l'espace. Nous existons en partie grâce aux trous noirs, et nous mourrons en partie à cause d'eux. C'est peut-être ça le vertige ultime, ces objets qui semblent être l'antithèse de la vie, des puits de destruction, des régions où rien ne survit, sont inextricablement liés à notre existence. L'univers est étrange, les trous noirs nous le rappellent à chaque instant. Et quelque part, en ce moment même, dans une galaxie lointaine, deux trous noirs spiralent l'un vers l'autre. Dans quelques millions d'années, ils fusionneront.
Les ondes gravitationnelles de leur collision traverseront l'univers. Peut-être que dans quelques millions d'années, quelqu'un les détectera.